Mon orienteur d'antenne est dû pour une maintenance périodique. Pourquoi pas en profiter pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Oui, en effet, mon orienteur d'antenne, à environ tous les 10 ans ou 10-15 ans, il fait bon le démonter et le graisser, l'inspecter, le graisser à nouveau. Cet été, j'ai décidé de remplacer certaines de mes antennes et de faire l'entretien sur d'autres antennes. C'était donc l'occasion rêvée, puisque je descendais toutes les antennes du pylône, de faire l'entretien de l'orienteur, ce qu'on appelle en anglais rotator. L'orienteur d'antenne, c'est un modèle de type radioamateur là, de marque High Gain, un Tail Twister. C'est un modèle haut de gamme d'orienteur d'antenne. C'est fait pour les grosses antennes radioamateurs. Et ça dure très longtemps. C'est construit très solide. Celui-ci a quelques dizaines d'années, mais en autant qu'on en fasse un entretien régulier. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire bénéficier du fait que je l'ouvre. Vous allez voir que c'est construit de façon assez solide à l'intérieur pour prendre des grosses charges et des moments de force très forts. Alors, c'est un modèle qui, soit dit en passant, ça pèse une dizaine de kilos. C'est vraiment pas léger. C'est tout en aluminium. Il y a quand même de l'acier à l'intérieur un peu. Et je vous amènerai dans la vidéo, une fois l'orienteur tout démonté et l'ancienne graisse nettoyée partout. Donc, on va pouvoir examiner mieux de cette façon et je vais faire le graissage et le remontage de l'unité et ensuite on fera un essai pour s'assurer qu'il fonctionne bien une fois remonté. J'ai eu des petits problèmes d'audio durant cette vidéo. J'étais dans un environnement très bruyant et j'ai donc filtré le bruit de fond autant que je pouvais. Ceci dit, j'ai même eu des manquements au niveau du microphone. Donc, je vous demande un peu d'indulgence côté audio, mais je crois que vous en bénéficierez quand même de la vidéo. Alors, sans plus tarder, allons voir comment c'est construit à l'intérieur. Alors, voici à quoi ressemble un orienteur d'antenne de radioamateur de fort calibre. Celui-ci, c'est le modèle Tail Twister et il est capable de tourner des grosses antennes de radioamateur. Alors, normalement, tout ça est fixé. Il y a 6 boulons de fort calibre, tout le tour, qui maintiennent les deux parties ensemble. C'est en fait composé de 3 parties principales. Il y a la cloche sur le dessus, sur laquelle, bien sûr, le mât est fixé. Et c'est cette cloche qui tourne, bien sûr. Alors, je la retire. C'est tout fait d'aluminium. Okay. Et il y a une partie inférieure qu'on va regarder une fois que j'aurai retiré le cœur, la partie intérieure, qui est vraiment le moteur en tant que tel. Je vais y revenir. Alors, la partie intérieure de la cloche inférieure, comme vous voyez, il y a des sillons ici qui permettent à un frein de venir s'enclencher lorsque le moteur n'est pas en rotation. Le tout est freiné par une cale qui s'insère, évidemment, pour enlever toute la pression et la force du vent sur les engrenages du moteur. Alors, ça, c'est la partie inférieure. Et ces deux parties sont fixées ensemble et elles tournent. Elles tournent ensemble et la partie qui est fixée au pylône, c'est celle-ci. Je vous la montre. Ça ici, c'est la base. Elle sort dans le bas et c'est cette partie qui est fixe sur le pylône. Le moteur est donc fixé au pylône et l'ensemble de la cloche inférieure supérieure tourne. OK? Et ce qui fait tourner cet ensemble, c'est cet engrenage ici. Voilà. Alors, on voit de plus près que cet anneau avec des dents vient s'imbriquer dans toute une série d'engrenages qui découplent, bien sûr, le moteur CA, qui est un moteur, je crois, 24 volts, mais c'est du CA. Et bien sûr, c'est découplé et à la fin, on tourne une rotation par minute. Donc, c'est très lent la rotation, mais bien sûr, le couple est très fort. Alors, ce sont la série d'engrenages ici, qui me semble en bonne condition, puisque je l'ai défait. J'ai tout retiré la graisse. Hein.
Il y avait beaucoup de graisse et il y avait bien sûr des roulements à billes que je n'ai pas mis. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Et bon, alors ça c'est la partie moteur. Je vous disais que cet anneau a deux fonctions. La première, bien sûr, c'est d'entraîner la cloche pour tourner l'antenne, les antennes, le mât. La deuxième fonction, c'est qu'il y a ici un système de butée, donc d'arrêt avec des contacts électriques. Le moteur ne peut pas tourner à l'infini, il ne peut faire qu'un tour et un peu plus, peut-être un 20 degrés de plus. Alors il y a ici deux contacts et sur l'anneau en question, il y a cette petite griffe ici qui vient s'appuyer sur ce levier et qui va venir ouvrir le contact dans un sens. Et lorsque ça tourne de l'autre côté, ben, ça va venir ouvrir le contact de l'autre direction. Donc le moteur ne forcera jamais contre une butée physique. Il va se faire couper l'alimentation avant d'aller trop loin. Donc c'est vraiment bien conçu. Lorsque j'ai démonté l'ensemble, j'ai fait des marques partout. D'abord, j'ai positionné le rotor, l'orienteur vers le sud. Et là, j'ai marqué les pièces. J'ai mis un S, j'ai mis des lignes avec une Dremel. Et sur toutes mes pièces, j'ai bien marqué une ligne pour le sud, incluant la partie fixe ici, que j'ai marquée. Donc, quand je vais remonter l'ensemble, je n'aurai qu'à placer cet engrenage ici, pour qu'il soit bien orienté vers le sud. Ici, c'est la butée et elle est du côté nord, la butée. Alors, si je la centre ici, je n'ai qu'à placer mon engrenage en opposition, juste ici, et je serai vers le sud. Et normalement, si j'aligne la cloche comme il faut, les trois pièces devraient venir s'imbriquer dans les trois positions pour faire tourner l'ensemble. Un autre aspect qui est intéressant, c'est juste ici, c'est un potentiomètre. C'est un potentiomètre d'enroulement de fil, c'est un potentiomètre de 500 ohms. Et c'est la cloche à l'intérieur, vous voyez, elle vient chercher le dessus du potentiomètre juste ici. Et cette cloche fait tourner le potentiomètre et donc envoie à la boîte de contrôle à l'intérieur la position exacte de l'orienteur. Donc ça, c'est système de feedback. Il y a d'ailleurs 8 fils pour contrôler cet orienteur, justement parce qu'il y a des fonctions additionnelles comme le potentiomètre ici de positionnement. Bon, alors, comment est-ce que tout ça roule sans qu'il y ait de frottement, ou en tout cas, pour limiter le frottement, il y a 3 anneaux, comme ceci, 3 anneaux faits de billes. C'est donc un roulement à billes. Il y a 49 billes sur cet anneau. Et il y a donc 3 positions sur lesquelles des billes vont tourner. J'enlève cet anneau pour être sûr de ne pas l'échapper. Un des rails où les billes tournent, c'est ici, sur le pourtour supérieur. Mais si je vire le moteur à l'envers, on s'aperçoit qu'il y a ce même rail où un autre roulement à billes va faire son travail. Et finalement, il y en a un troisième, et il est ici, tout le tour. Donc, 3 roulements à billes. Donc, l'ensemble, le poids vertical peut être assez élevé. Et des roulements à billes qui sont lubrifiés avec de la graisse. On met une graisse à basse température, une graisse au lithium blanche, là. C'est bien correct pour faire le travail. Et on n'en met pas trop, juste assez pour lubrifier sans exagération. Alors, quand j'analyse ce que je vois ici, on voit ici qu'il y a des marques. Ce sont des marques d'usure, c'est que probablement que les antennes ont été laissées dans la même orientation très longtemps. Et bien sûr, le vent a fait bouger l'ensemble avec les années. Et bon, il y a un peu d'usure sur le rail ici. C'est le rail supérieur, bien sûr, qui reçoit la cloche. Bon, alors ce n'est pas excessif. L'idéal, ça aurait été qu'il n'y en ait pas. Il y en a un petit peu, mais ça n'empêchera pas l'orienteur de bien fonctionner. Si ça avait été beaucoup plus sévère, il aurait fallu balancer l'orienteur. Il aurait été foutu. Puisque c'est la partie,
c'est l'assemblage principal du rotor, là. Ça aurait été probablement prohibitif de remplacer cette partie. Alors, par contre, les roulements à billes, ça, on peut en acheter des nouveaux. Ce sont des billes de 3/8 de pouce. Okay? Alors, des billes bien standards qu'on peut acheter dans tout magasin de roulement à billes. Et par contre, l'anneau de maintien, la bandelette qui maintient les billes en place, ça, c'est fait sur mesure pour cette application. Et j'en ai cassé une lorsque j'ai démonté. Il a fallu que j'en commande une autre pour la remplacer. Et c'est pas donné, mais c'est encore disponible puisque ce rotor est toujours fabriqué. Cette unité-ci, que j'ai sur l'établi, a été fabriquée en 1980. Elle est en excellente condition. Mais on trouve encore, 42 ans plus tard, le même modèle, le Tail Twister, disponible, neuf, peut être acheté de la compagnie MFJ aux États-Unis. Et la marque du rotor, c'est Hy-Gain. Ça se vend sous la marque Hy-Gain maintenant. Alors ça, c'est le manuel de maintenance et le manuel d'instruction. Donc, on a ce qu'il faut pour faire l'entretien. Et sur beaucoup de sites web, on nous donne des trucs aussi. Des gens nous donnent des trucs d'entretien. Maintenant, ce rotor a un problème, je vous dirais une faiblesse dans sa conception, c'est que il n'y a pas de joint d'étanchéité dans le bas. C'est en fait le roulement à billes qui joue le rôle de joint d'étanchéité. Et lorsque la pluie frappe sur la tablette dans le pylône, il est possible que l'eau éclabousse et remonte et vienne contaminer le roulement à billes inférieur. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a une dizaine d'années, j'avais démonté le rotor pour faire un entretien et j'avais constaté beaucoup de rouille sur des roulements, sur le roulement inférieur. Et j'ai dérouillé les roulements à billes. Je les ai réutilisés pour une dizaine d'années. Mais là, j'ai décidé de les remplacer puisque j'ouvrais à nouveau la boîte. Et je devais passer une commande de toute façon pour une bandelette de maintien, l'anneau. Donc, j'ai décidé de commander des nouveaux roulements. Ça, c'est les anciens qui ne sont plus lustrés du tout. Je les avais dérouillés, bien sûr. Et par contre, je vais les remplacer. Et ils n'ont pas rouillé. J'avais bien graissé. Ils n'ont pas rouillé dans les 10 ans qui ont suivi parce que je les avais bien graissés. Mais lorsque j'ai démonté ce rotor il y a 10 ans, ça faisait quelque chose comme une trentaine d'années qui était en fonction. Je ne sais pas l'entretien, je l'ai acheté d'occasion. Je ne sais pas l'entretien qui avait été fait. Ça commençait à rouiller passablement dans le bas. Donc, aux 10 ans, je vous dirais, il faut le démonter et lubrifier à nouveau, nettoyer, enlever les anciennes graisses et lubrifier le tout. Alors, une autre chose que je voulais vous mentionner, vous montrer, c'est le frein. Le frein, c'est un plongeur avec un gros électroaimant qui est juste ici, un gros enroulement électroaimant. Et lorsqu'on veut tourner l'antenne, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appuie sur un bouton qui retire le frein. Et c'est aussi violent que ça, on l'entend en bas du pylône. On fait donc tourner notre orienteur et lorsque c'est terminé, lorsque tout s'est arrêté, on relâche et le frein vient s'enclencher, comme je vous avais montré, dans le sillon le plus proche. Et le vent va s'occuper, si ça tombe en plein milieu, le vent aura vite fait de déplacer et il va s'asseoir au bon endroit. Alors on doit aussi inspecter donc cette cale ici pour s'assurer qu'elle n'est pas trop usée et elle est en très bonne condition sur ce rotor. Je suis pas convaincu que ce rotor a servi beaucoup dans des compétitions et qui a passé des fins de semaine entières à tourner sans arrêt. Je pense que ce rotor a été laissé longtemps en position. Alors si je dis rotor, là, c'est le terme, on appelle ça un rotator là, en anglais, et je ne serais pas surpris que même en français, les radioamateurs parlent d'un rotor ou d'un rotateur, peu importe, pour faire tourner. Alors moi, je parle d'un orienteur d'antenne, c'est peut-être plus juste là, comme appellation. Alors, les terminaux, les 8 terminaux sont en dessous, ici. Et les vis, je vais les remplacer puisque certaines d'entre elles commençaient à montrer de la corrosion en surface. Je vais utiliser des vis en acier inoxydable, bien sûr. Et ce sont des vis de filet américain, bien sûr. C'est bâti aux États-Unis, ce sont des dimensions américaines.
sur tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est à peu près cela. Je vais remonter la chose. La partie la plus difficile, c'est de réinstaller les roulements à billes sans que les billes ne tombent. Les billes doivent rester dans leur rail et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, je vais y aller et on commence par la partie supérieure. Et donc, je vais remonter le tout. Je vais bien sûr mettre de la graisse. Alors, je vais vous montrer quand même rapidement ce que je fais pour remonter l'ensemble. Et ensuite, à la suite, on va le tester pour vérifier que tout est fonctionnel avant de le monter sur le pylône, bien sûr. Alors, la première étape, c'est de graisser l'engrenage principal, l'anneau. On ne le fait pas sur le dessus puisque si la cloche vient s'accrocher ici, il n'y a aucun frottement. Donc, on le fait en dessous et sur la surface extérieure. Et je graisse aussi la partie du corps principal là, sur laquelle l'anneau glisse. Alors, on nous conseille de le faire avec des doigts, ce qui permet d'appliquer une couche beaucoup plus fine. Et il ne doit pas y avoir d'amas de graisse. Ce n'est vraiment pas requis. Là. Quand j'aurai fini cela, je vais aussi appliquer une fine couche de graisse ici à l'intérieur, sur la partie où l'anneau glisse. Et ça termine la première étape. L'étape suivante, c'est le graissage, ici, de la première surface des roulements à billes. Et j'en applique un peu avec une brosse à dents, mais je vais l'étendre. Parce qu'on ne veut pas aucune accumulation à nulle part. C'est uniquement une couche relativement mince sur ces surfaces qu'on étend avec le doigt, comme ceci. Et on évite les grosses accumulations, ça ne donne strictement rien à la fin. Et ça peut même aller contaminer des surfaces où on ne veut pas qu'il y en ait. Donc une couche mince, pas d'accumulation, c'est bien parfait comme ça. Et là, ben, c'est le moment critique, le moment de vérité. On ne veut pas échapper de roulement à billes, donc c'est un peu critique. On doit tenir l'anneau et venir l'appliquer par-dessus de cette façon-ci. Et j'ai réussi. On peut coller. La graisse qui est déjà en place maintient les billes assez en place. Alors, ce n'est pas parfait en termes de maintien, là, mais je vais ensuite graisser les billes avec mes doigts et ça devrait aider à coller en place l'anneau. Et là voilà, j'applique un peu de graisse sur les billes, mais je maintiens toujours parce que ça a tendance à vouloir partir cette chose. Alors j'en mets pas trop et voilà, c'est parti, je le savais. Je fais une petite superposition vocale ici, puisqu'il y a eu un petit problème audio sur ce clip. J'ai réussi, sur ce deuxième essai, à installer l'anneau. Il est resté en place. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai graissé avant de l'installer, bien sûr, pour éviter de toucher inutilement. Et voilà. Et j'aurai bien sûr aussi, préalable, graissé la cloche, la partie du roulement à billes, donc l'assise des billes, absolument graissée. Encore une fois, on n'en met pas trop, mais juste assez. Cette graisse finit par se transférer du roulement à billes à la surface. Donc, c'est juste pour dire, là, on en met une petite couche mince. On la voit, la graisse, là, mais sans plus. Alors, nous voici donc à une étape critique. Il s'agit, bien sûr, d'insérer la cloche par-dessus le moteur ou l'assemblage interne. Il faut s'assurer que les trois protubérances vont venir s'aligner dans les trois supports, ainsi que le potentiomètre qui a été positionné au préalable pour qu'il vienne se placer. Tout ça grâce aux marques que j'ai placées. Alors j'y vais, j'insère la cloche bien doucement. En descendant, je touche un peu aux billes, mais ça ne fait rien, ça ne s'est pas suffisamment déplacé. Alors j'abaisse et merveilleux, les trois protubérances se sont assises au bon endroit. Et le travail est fait. Alors, pour maintenir l'ensemble à l'envers, puisque je l'ai reviré, je me suis fabriqué un socle avec un bout de bois vissé. Et là, je peux travailler la tête en bas sans difficulté. Alors, j'ai graissé l'assise des billes sur la partie principale. Encore une fois,
assez, mais vraiment pas trop. On ne veut pas d'accumulation à nulle part. J'ai installé et graissé les billes sur leur support, la lisière, mais sachez qu'il y a une orientation qui doit être respectée et tout ça c'est montré, bien sûr, dans le plan. On regarde comme il faut le plan et on comprend l'orientation de la lisière. Bon, une fois que les billes vont être mises en place, la lisière, ben ça sera terminé, elles ne s'en iront pas parce que la cloche va les maintenir. On voit ici qu'il y a un rebord, là, elles ne s'en iront pas. Mais la partie critique là, de l'opération, il s'agit de venir comme ceci autour. Voilà, ça c'est un peu plus facile, étant donné qu'il y a, comme je vous explique, la bordure qui est présente. Alors tout s'est assis au bon endroit. Étape 2 complétée. Alors voilà, j'ai graissé l'assise inférieure ici, ainsi qu'un roulement à billes qui a 40 billes plutôt que 49. Il est plus petit celui d'en haut. Bien graissé puisque c'est cette partie-ci qui reçoit de l'eau lorsque ça éclabousse. J'ai remarqué que ça avait rouillé ici. Donc, j'ai mis un peu plus de graisse cette fois-ci sur le roulement inférieur. Pour ce qui est de la partie inférieure elle-même, j'ai graissé l'assise des deux roulements. Pas trop, mais quand même un petit peu plus, comme je vous mentionnais en bas. Et j'ai mis une fine couche de graisse où le frein, dans les dents où le frein vient s'asseoir. Mais pas trop. C'est juste parce que c'est de l'acier sur de l'aluminium. Je préfère protéger un petit peu l'aluminium. Donc, je suis prêt à remettre l'ensemble, c'est-à-dire centrage sud. Sud. Voilà, j'ai ma marque au sud. Et je vais être prêt à le mettre une fois que j'aurai installé le roulement à billes. Mais ça, c'est critique, même s'il est plus petit, puisque les billes, ce sont les billes elles-mêmes qui doivent coller. Ah, elles tiennent. OK. C'est plus serré un peu. Ça tient bien. OK. Parfait. Alors là, je vais tenter d'insérer l'ensemble. Et ne riez pas, s'il vous plaît. Si ça ne fonctionne pas, il faut que je repousse le frein aussi. Dans le même effort. Alors, essayons pour voir si je vais réussir. OK, c'est passé. Le roulement est toujours en place. Je le vois bien sur le dessus. Et là, voilà. Je crois que c'est assis. Je ne sais pas si le frein est assis ou pas, mais je suis capable d'aligner mes boulons. Donc, c'est réussi. L'opération est réussie. Oh, oh, oh! Très content. Vous avez vu, il faut graisser suffisamment pour que les billes restent en place. Sinon, bye bye, c'est parti. Bon, mais il me reste plus rien qu'à boulonner et on pourra faire des essais. Ouh. Bon, allons-y pour un essai. J'ai fait un câble de 8 fils qui relie la boîte de contrôle ici avec l'orienteur juste à côté. Et j'allume pour voir le résultat. On devrait normalement avoir l'aiguille qui va aller sur le S, le sud. Oui, bon, OK. Ça veut dire que j'ai placé le potentiomètre au bon endroit. Et on devrait être capable maintenant d'actionner le frein. Oui, et on voit bien qu'il se déclenche et qu'il se renclenche. Ça bouge un petit peu, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, je vais faire un petit aller-retour pour m'assurer que le potentiomètre a son papillon là, bien assis dans la cloche parce que c'est simplement, ça se verrouille juste par contact. Il n'y a pas rien là, pour le visser autre qu'un ressort, si vous voulez. Alors, je donne juste un petit coup. OK. Ça a tassé un petit peu l'aiguille. Ça a tassé un petit peu. Parfait. Parfait. Alors, je crois que le potentiomètre est bien assis. Excellent. On continue jusqu'au nord. Buté. Parfait. Part dans l'autre sens. Potentiomètre revient. Excellent. Alors, il semble bien que l'accouplement du potentiomètre avec la cloche, c'est bien fait. J'en ai profité pour ne mettre que 2 boulons. Au cas où j'aurais à réouvrir. Je n'ai mis que 2 boulons. Bien sûr, il y en a 6 au total que je vais installer lorsque tout sera bien démontré, que tout est fonctionnel.
il fait le même problème qu'avant, voyez-vous. Le potentiomètre ne fait plus contact pendant une petite région. Et ça, je crois que c'est vraiment le potentiomètre lui-même. On est rendu au bout. La nuit porte conseil. Et non, Bébert, tu avais tort. C'est la boîte de contrôle qui a un trouble. C'est le mouvement d'Arsenval, donc le galvanomètre, l'indicateur qui colle, l'aiguille colle. Et c'est bien démontré ici avec un potentiomètre extérieur que j'ai branché sur la boîte pour simuler la rotation de l'orienteur. Ce sera donc un autre trouble à régler. Oh, et avant que je ne l'oublie, est-ce que je vous l'ai dit, ne mettez pas trop de graisse. Peut-être j'aurais dû en enlever un petit peu dans l'édition de la vidéo. Bon, faire sa part, l'orienteur venait avec cette plaque. C'est une addition du propriétaire précédent. C'est essentiellement un gros connecteur de type cinch, je crois, un connecteur donc aviation, militaire, là, ce style. Beaucoup plus simple, bien sûr, de dévisser et de débrancher lorsqu'on est en haut sur un pylône. Et il y a des fils qu'on connecte sur les bornes sous l'orienteur, sous le boîtier. Et il y a un espace pour tout combiner cela, comprimer. Et ça, c'est vissé directement sous le boîtier. Donc, ça aide. Je vais le rajouter, bien sûr. Je vais mettre un petit peu de graisse diélectrique ou peut-être même une vaseline sur les vis pour limiter la corrosion le plus possible. J'ai l'habitude de faire cela et ça m'a toujours donné des bons résultats. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé le prix à nouveau des orienteurs Tail Twister et ça frise le 1000 $. C'est en fait 1100 $, plus un bon 100 $ de livraison. Mais l'indicateur de remplacement se vend 130 $ plus livraison, donc environ 150 $. Ouch! Je vais tenter de régler le problème avant de commander un nouvel indicateur. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la partie analyse de l'intérieur. Vous avez vu que c'est construit quand même très solide. C'est fait pour prendre des centaines, et pour ne pas dire des milliers de livres verticales avec des moments de force très forts. Donc, c'est un modèle très costaud et il va durer longtemps à cause de ça. Ouais, donc, la partie analyse était probablement plus intéressante que la partie remontage, mais ça vous a montré quand même les différentes étapes là, et la construction interne. Alors voilà, je vous dis merci et à la prochaine.